Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h à la une de l'actualité. Rencontre au palais présidentiel entre le président Alassane Ouattara et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon était au menu des échanges. On connaît désormais les lauréats de la 4e édition du prix Alassane Ouattara pour l'émergence. Ils sont au nombre de 40. Ces jeunes ont reçu chacun un chèque de 5 millions de francs CFA pour le financement de leur projet. Abidjan va abriter du 17 au 26 novembre prochain le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Mais avant cet événement, quelles sont les retombées du Sahara 2015? Nous le saurons dans cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Je vous donne tout d'abord lecture de ce communiqué émanant de la Fédération ivoirienne de football. La Fédération ivoirienne de football, FIF, et le sélectionneur national, M. Marc Wilmot, se sont rencontrés le lundi 13 novembre 2017 à Abidjan pour faire le bilan de la mission à lui confiée par l'organe fédéral. À l'issue des échanges, les parties sont convenues de mettre fin à l'amiable à leur collaboration, tout en saluant la bonne ambiance qui a prévalu durant 6 mois de travail en commun. Fait à Abidjan le 14 novembre 2017 par le comité exécutif, le président Augustin Sidi Diallo. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, notamment en matière économique, les réformes au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, organe dans lequel la Côte d'Ivoire va siéger en tant que membre non permanent dès 2018, ce sont autant de sujets qui ont été évoqués ce mardi au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon. On fait le point de cette rencontre avec Viviane Aimé. Élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019, la Côte d'Ivoire aura son mot à dire dans les processus de règlement des différents conflits qui agitent le monde. C'est en grande partie la raison pour laquelle le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon est venu ce mardi auprès du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour évoquer le conflit qui oppose son pays, le Japon, à la Corée du Nord en raison des tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord au-dessus du territoire du Japon. Sachant que le Côte d'Ivoire sera parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de l'année prochaine, donc pour avoir une discussion concernée par la réforme de ce Conseil, également la question sur la Corée du Nord à laquelle le Japon fait face. Et donc j'ai connu une discussion très fructueuse et constructive avec M. le Président. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon a par ailleurs ajouté que les questions de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire ont été aussi évoquées. On s'intéresse à la 4e édition du prix Alassane Ouattara pour l'émergence. Les lauréats sont connus. Ce sont 40 jeunes qui ont reçu chacun un chèque de 5 millions de francs CFA pour financer leurs différents projets. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a exhorté ses lauréats au travail et à œuvrer pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Issa Yeo. Un prix pour honorer le président de la République et inculquer son esprit de gagne aux jeunes entrepreneurs ivoiriens. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 4e édition. Il permet cette année à 40 jeunes retenus sur 1179 candidatures de réaliser leurs différents projets. Chaque lauréat a reçu des mains du vice-président un chèque de 5 millions de francs CFA pour le démarrage de ses activités. C'est une lucarne qui nous est ouverte pour pouvoir réaliser nos projets, pouvoir avancer dans la vie. Son Excellence, Monsieur le Président, nous permet de pouvoir nous exprimer. Nos produits que nous mettons en œuvre, c'est des yaourts à base de café et de cacao. Je fais les chaussures avec les pelles pour valoriser l'Afrique. Le prix que j'ai remporté, je vais employer 50 jeunes. On a soumissionné avec le Chapalo parce qu'on s'est dit qu'il faut valoriser nos produits du territoire. Mon projet porte sur la création d'une chaîne de distribution
de riz et de produits à base de riz dans le district autonome d'Abidjan. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par une jeunesse responsable et entreprenante. Le prix institué par le district autonome d'Abidjan vise à l'encourager à entreprendre. Le seul message, c'est celui de l'engagement. Le seul message, c'est celui de l'espérance en la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas se présenter à un concours si on n'a pas l'espérance que le jury sera sérieux, que les résultats seront respectés, que ce qui a été promis sera donné. Ils ne viennent que parce qu'ils ont l'espérance que nous sommes dans un système où ce qui est dit est fait. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de l'emploi des jeunes une priorité. En 4 années, cette initiative a permis la création de 100 entreprises grâce aux 100 meilleurs projets, mais aussi la réalisation d'un chiffre d'affaires cumulé de 500 millions de francs CFA par les entreprises lauréates, la création de 400 emplois directs. Ce bilan, plus qu'encourageant, nous invite à voir plus loin et aller plus loin dans nos ambitions. À cet effet, il serait utile d'envisager de créer un cadre d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les jeunes Ivoiriens, lauréats de prix d'entrepreneuriat. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur est donc une excellente initiative qui vient apporter une réponse à cette problématique au niveau des jeunes du district autonome d'Abidjan. Elle s'inscrit dans le même registre que la CESCI Academy, qui vise lui aussi à promouvoir l'esprit entrepreneurial auprès de la jeunesse. Comme vous le savez, l'investissement dans la jeunesse ivoirienne fait partie des priorités du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Au total, ce sont 200 millions de francs CFA que le district d'Abidjan met à la disposition des jeunes pour la mise en œuvre de leurs projets. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a fait le tour des stands des lauréats installés pour la circonstance pour se rendre compte de leur esprit d'ingéniosité et entrepreneurial. Le vice-président qui poursuit ses activités à environ 2 semaines du 5e sommet Union européenne-Union africaine, le vice-président de la République visite les sites d'accueil. Daniel Kablan-Duncan était au village Akwaba à Marcory pour s'assurer que ce lieu sera fonctionnel pour le sommet. Mahama Traoré, Herman Guivi. Pas de répit pour Daniel Kablan-Duncan à l'approche du 5e sommet Union africaine, Union européenne, prévu les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan. Le vice-président multiplie les visites de terrain. Objectif, voir de près si tous les sites retenus seront prêts à accueillir les milliers de participants attendus. Inscrit sur son agenda ce mardi matin, le village Akwaba basé dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Site qui avait accueilli les délégations d'athlètes lors des 8e Jeux de la francophonie en juillet dernier. Au pas de course, Daniel Kablan-Duncan visite les chambres, les gymnases et même le réfectoire. À chaque étape, il ne manque pas de poser des questions aux prestataires. Ça met combien de temps là avant de soulever? C'est instantané. Voilà, c'est déjà chaud. Des questions également adressées au ministre chargé des 8e Jeux de la francophonie et au maître d'œuvre du village. À l'issue de ce marathon matinal, le vice-président dit repartir confiant. Nous avons 4000 lits et il fallait, dans les différentes hypothèses, s'assurer que les chambres sont opérationnelles. C'est ce qui a été confirmé dans notre visite, que les gens peuvent manger ici. On a fait le tour pour voir les endroits où les gens peuvent manger, c'est disponible. Et s'assurer aussi que les gens pourraient être accueillis dans les conditions les meilleures ici. Nous pensons en fait que les demi-chambres peuvent être utilisées dans le cadre à la fois du sommet Union africaine-Union européenne, d'une part, mais aussi pour ICASA qui viendra donc en décembre prochain. Donc on voulait s'assurer que le cadre se prête à cela et je pense que la réponse est positive. Il y a des points qu'il faut pouvoir régler comme les chauffe-eau parce qu'il faut les ajouter pour donner plus de confort. Mais de ce que j'ai cru comprendre, si une décision est prise, ça va aller très rapidement puisque en une semaine, les gens peuvent installer de nouveaux chauffe-eau tel que c'était indiqué ici. Donc les choses se présentent bien. Avec diligence, le vice-président Daniel Kablan-Duncan promet de faire un compte-rendu complet de sa visite au chef de l'État, démarche censée déboucher sur des décisions rapides afin d'opérer les derniers réglages et espérer ainsi tenir dans les délais à 2 semaines de l'événement.
Direction l'Allemagne où se tient la 23e conférence des partis pour le changement climatique. Le ministre Anne-Désiré Ouloto y conduit la délégation ivoirienne. Sa mission, présenter le projet de la Côte d'Ivoire auprès du Fonds vert pour le climat. Chris Diomandé, Herman Guivi. Agriculture, zéro déforestation, c'est le projet présenté par la Côte d'Ivoire à la 23e conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques qui a lieu présentement en Allemagne, à Born. À cette conférence, une délégation ivoirienne conduite par la ministre Anne-Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, a présenté les enjeux de ce projet pour la Côte d'Ivoire, ainsi que les attentes auprès du Fonds vert pour le climat, en abrégé le GCF. Le GCF a pour objectif d'aider financièrement les pays pauvres et vulnérables en matière de climat. La délégation ivoirienne a par la suite rencontré le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, les responsables de l'organisation non gouvernementale RTCC. Au cours de la COP23, la ministre Anne-Désiré Ouloto fera une intervention suivie d'une rencontre avec la ministre canadienne de l'Environnement. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales s'ouvre dans 3 jours ici à Abidjan. Avant cette rencontre, nous plancherons sur les retombées de la 3e édition du Sahara. Sans plus tarder, allons à la rencontre d'une dame biochimiste et transformatrice de céréales en compagnie de Noël Niagnou. Dans l'unité de transformation des céréales de Dame Alimata Koulibaly, l'heure est au conditionnement et au rangement des produits. Dans quelques jours, elle les exposera au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017. Aujourd'hui, en 2017, sa PME usine entre 15 et 20 tonnes de céréales contre seulement 3 tonnes en 2014. Entre les deux dates, un événement, le Sahara 2015, qui a donné du rythme aux activités de sa société. Aujourd'hui, le Sahara a permis de mettre en exergue ce métier qui était resté jusque-là à l'oubliette, c'était de la débrouillardise. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le Sahara et ses retombées connexes, par exemple les prix, la décoration, ça a permis de faire comprendre à d'autres transformateurs qui exerçaient ce métier de se valoriser. Ça a créé l'estime de soi. Et troisièmement, les institutionnels ont pris bonne note. Ils ont été interpellés de ce que la transformation est un réel métier et qu'il est temps de considérer ce métier dans le paysage économique de notre pays parce que créateur d'emplois, lutte contre la pauvreté, autonomisation de la femme. Le Sahara 2015, pour cette jeune entreprise transformatrice de mil, de soja, de maïs, de riz et de fonio, c'est aussi se souvenir de la bouffée d'oxygène financière. J'ai bénéficié d'un projet régional communautaire qui couvre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. C'est ce projet qui m'a permis d'amorcer l'obtention de ces équipements. Mais avec l'avènement du Sahara et du prix du Sahara, le premier prix de la transformation, les bailleurs n'ont plus hésité. Dame Koulibaly peut alors participer au Sahara 2017 avec plus de possibilités de visibilité. Cette année, je suis dans le stand, une partie institutionnelle de la Chambre nationale d'agriculture. Et évidemment, pour bien vendre, j'ai également acheté un stand au Sahara Market. Parce que là-bas, c'est le marché et nous, on veut vendre, gagner de l'argent. Forte des acquis de 2015, la PME se présente avec de nouveaux conditionnements. Et aujourd'hui, vous voyez que tous nos emballages sont en carton, en étui cartonné, labellisé, avec des codes barres, les modes de production en anglais, en français, les explications en anglais, en français. Le Sahara 2015 m'a permis de m'exporter. Et quand on s'exporte, c'est une référence. Et on peut lever encore des fonds. Et j'espère pouvoir lever des fonds. Pour rappel, le Sahara 2015 a permis de mobiliser des investissements de l'ordre de 47 milliards de francs CFA, conclus pour 9 milliards en B2B et 38 milliards
en convention. 200 000 personnes ont visité les 600 entreprises provenant de 11 pays. C'était un reportage d'Adama Koné. On met le cap sur Paris, capitale française. Cette ville a accueilli la 8e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone subsaharienne et de France. L'événement a enregistré la participation de la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté. Elle a appelé ses homologues à respecter les recommandations de la 7e conférence, notamment travailler à améliorer l'image des chancelleries par la promotion du mérite féminin. Les travaux ont duré 2 jours et à l'issue, il a été recommandé de poursuivre les réflexions sur la création d'une distinction aux victimes du terrorisme et sur la promotion des distinctions en faveur de la paix. Un mot de la situation sécuritaire ici dans l'ouest du pays, précisément dans la région du Cavali. Des responsables de grands commandements de l'armée ivoirienne séjournent depuis ce matin à Guiglo. Ils entendent faire l'état des lieux du conflit foncier et rassurer les différentes populations. F. Bouy. C'est à 11h20 que l'hélicoptère transportant une délégation de responsables de grands commandements de l'armée ivoirienne s'est posé à la place publique de Guiglo. La délégation s'est rendue à la préfecture des régions du Cavali pour un échange de civilité avec les autorités préfectorales. Ensuite, cap a été mis sur le centre des opérations de Guiglo pour un point de la situation sécuritaire dans la région depuis le déclenchement de la crise liée au conflit foncier de la forêt classée du Gwandébé. Le chef d'état-major général, le général de division Touré Sekou, s'est adressé à la presse. Il a félicité l'implication de tous avant d'annoncer de nouvelles dispositions sécuritaires. Depuis les derniers événements qui sont déroulés à Guiglo et dans ses environs, nous avons déployé des forces de police, de gendarmerie et de l'armée. Donc nous avons décidé ce matin, le grand commandement en tout cas, de venir voir nos hommes sur le terrain. Et je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter nos hommes pour les résultats obtenus sur le terrain. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une certaine accalmie sur le terrain. Et il est de notre devoir de continuer à faire en sorte que ce problème soit définitivement réglé. Nous allons, dans les prochains jours, augmenter notre effectif. Nous allons passer de 700 à 1000 policiers, gendarmes et militaires. Aussi, a-t-il lancé un appel aux populations. Demander à la population d'accepter de vivre ensemble, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et notre mission en tant que force de défense et de sécurité, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde. Et justement, pour ce faire, des rencontres avec les différentes communautés sont prévues à Guiglo et à Bloleke dans les toutes prochaines heures. Le NDI, National Democratic Institute, vient de réaliser une étude sur les violences faites aux femmes dans le milieu politique. L'étude a été menée auprès de 6 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Elle a ensuite permis la réalisation d'un film et d'un guide pour accroître la participation des femmes aux postes électifs et de décision en Côte d'Ivoire. Le guide a été présenté officiellement jeudi dernier. Olivier Iriebi, Aboussanougou. Selon l'étude menée par le NDI, National Democratic Institute et le comité de coordination pour la participation politique des femmes, les femmes constituent 60% des militants à la base alors qu'elles sont moins représentées au poste électif. En vue d'y apporter des solutions, un film documentaire de 8 capsules intitulé « L'oiseau à 2 ailes » et un guide de 42 pages ont été conçus pour aider les femmes à se positionner. Tout le travail que nous avons voulu faire, c'est de mobiliser la société civile, mais aussi les femmes politiques, à définir ensemble un agenda commun. Un guide accueilli avec beaucoup d'intérêt par les représentants des partis politiques. Je pense que ce sont des bons instruments de campagne, de sensibilisation et de plaidoyer auprès des populations. Il faut voir ce combat en termes de développement social. C'est une prise de conscience de l'ensemble de la population. Sans les femmes, les partis politiques n'en seraient pas. Mais il faut faire en sorte que justement elles jouissent des retombées bénéfiques. L'initiative du NDI est saluée par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre de la vision du ministère. C'est dans ce cadre que le ministère a organisé un atelier de concertation et de plaidoyer avec les parlementaires en vue d'examiner l'avant-projet de loi sur la promotion des droits politiques des femmes
au sein des assemblées élues. Les données existantes sur la représentation au poste de décision en Côte d'Ivoire relèvent 11,5% des femmes en 2016, 11,33% au sein des conseils municipaux et 14,97% dans les conseils régionaux en 2012. On se rend dans la Maraoué où le RDR, Rassemblement des Républicains, a effectué ce week-end sa rentrée politique. La rencontre a eu lieu au foyer des jeunes de Bono en présence des différentes instances du parti et cadres de la région. Ngana Konate. L'heure de la mobilisation a sonné pour le RDR dans la région de la Maraoué. À Bono, les militants et sympathisants sont venus nombreux pour assister à la rentrée politique de la section régionale du parti. À cette occasion, élus, cadres et fils de la région ont appelé au rassemblement autour du président Alassane Ouattara, rappelant les grandes œuvres de développement du chef de l'État depuis son accession au pouvoir. Kone Yakouba, secrétaire départemental du RDA à Boisflé, a exhorté les militants à continuer de faire confiance au président de la République. Pour sa part, le député de Saint-Fra, Zorobi Balo Epifane, a indiqué que le parti au pouvoir se porte bien dans sa région. Le RDR dans la Maraoué va bien et va très bien. Vous avez l'occasion de le constater par vous-même aujourd'hui avec cette forte mobilisation. Et le message fort que nous avons passé en ce jour, c'est la cohésion, la solidarité. Tout le RDR dans la Maraoué est mobilisé autour de la haute direction du parti. Philippe Olegré, chef de la délégation, a au nom de la haute direction du parti salué la grande mobilisation des militants du RDR de la Maraoué lors du 3e congrès des Républicains. Lors du congrès, il y a eu plus de 100 000 militants à Abidjan. Et donc, parmi ces militants, il y avait la grande mobilisation de la Maraoué. Il était question de dire merci d'abord à ces militants et de leur dire de continuer de faire confiance au président d'honneur, à son excellence, le président Ouattara, à madame la présidente, madame Ariette Agdebaté, et à la secrétaire générale qui est madame la ministre Kadia Kamara. Une forte mobilisation des militants de la Maraoué qui marque la reprise des activités du parti dans la région de Boisflé. Nous poursuivons en politique avec le séminaire de restitution des travaux de restructuration du PDCI RDA dans le Grand Nord. La rencontre tenue à Bundiali a consisté à faire le point de l'inventaire du patrimoine, des militants et surtout du renouvellement des bases du parti dans les 9 régions concernées. Léon Brou. Pour la restitution des travaux de restructuration du PDCI RDA dans les régions de la Bagoué, Béré, Ambol, Tchologo, Poro, Worodougou, Kabadougou, Folon et Baping, militants de base et délégués départementaux à la maison du parti à Bundiali. Cette mobilisation, la preuve que le PDCI RDA a recouvré la santé dans le Grand Nord. 40 délégations départementales désormais contre 28 20 ans plus tôt. Il y a 40 délégations. Alors si vous multipliez 40 délégations au moins pour un minimum de 20 sections, dans une section, il faut un minimum de 7 comités et chaque comité comprend au moins 10 membres le bureau. Pour le moment, nous faisons une restructuration et nous enregistrons même des recrutements, mais beaucoup de retours dans nos rangs. Le PDC vit dans le Nord, même s'il n'est pas majoritaire. Les délégués sont déterminés malgré les difficultés. Donc nous partons très réjouis. Maurice Kakoudikawe invite à croire davantage au RHDP et à soutenir le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son aîné, Henri Konan Bédié. Aux responsables locaux du PDCI RDA, une nouvelle ligne d'encadrement des militants. C'est d'être le plus proche des militants, être avec eux. Quand ils ont des soucis, ce qu'on peut régler, on le règle. Et ils prennent confiance en nous. Le séminaire de Bundiali aussi pour rendre hommage à ceux des militants qui ont travaillé à la survie du parti. 4 ont été faits, grand officier et un commandeur dans l'ordre du Bélier. Bon prétexte pour ces récipiendaires à s'engager pour la perpétuité du PDCI RDA dans le Grand Nord.
Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, a effectué une tournée dans plusieurs villages du département d'Adzopé, une tournée sur fond d'action de développement. Albert Mabry-Toakeu s'est allé inaugurer plusieurs infrastructures qu'il a réalisées au profit des populations du canton Tchoya. C'était également une visite de mobilisation de ses militants. Mamadou Kwasi. Le président de l'UDPCI à la rencontre des populations du département d'Adzopé, précisément dans le canton Tchoya. Une tournée axée sur les actions de développement, mais aussi la mobilisation des militants du parti Arc-en-Ciel. Première étape de cette tournée, le village de Diasson, où le président de l'UDPCI, Dr Albert Mabry-Toakeu, a inauguré un bâtiment de 3 classes pour la 2e école du village. Une infrastructure qu'il a réalisée au profit des enfants de ce village. Une véritable satisfaction pour les élèves et leurs parents. Après Diasson, le Dr Albert Mabry-Toakeu a mis le cap sur Abié, où il a réhabilité le centre de santé rural. Il a également posé la première pierre du logement de la sage-femme. Et les populations, à travers le président de la mutuelle de développement d'Abié, lui ont exprimé leur gratitude avant de le rassurer de leur soutien pour ces projets de développement de la Côte d'Ivoire. Le président de l'UDPCI, Dr Albert Mabry-Toakeu, a dit à ces populations que les actions de développement entamées dans le département d'Adzopé vont se poursuivre. Il faut cependant le soutenir dans sa politique de développement, a-t-il indiqué. Et que nous sachions que c'est ensemble qu'on réussira. Personne n'a à lui seul l'intelligence pour bâtir ce pays. Houphouët-Boigny nous a appris qu'après lui, c'est des équipes qui doivent diriger la Côte d'Ivoire. Et moi, mon ambition, c'est de rassembler à nouveau la Côte d'Ivoire. C'est d'y apporter la paix durablement et c'est d'apporter l'équité dans le développement. À Biasso, à la demande de la population, Dr Albert Mabry-Toakeu a fait bâtir des préaux pour les différentes rencontres du village. À ces populations également, il a parlé de paix et de développement pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Le clou de cette tournée était le meeting de la ville d'Adzopé, où le président de l'UDPCI a investi ses différents coordinateurs. Il a saisi l'occasion pour inviter ses militants à investir le terrain pour parler des idéaux du parti Arc-en-Ciel, idéaux axés sur la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Parlons toujours développement. 45 millions de francs CFA investis à Boyo, dans la commune de Couto, par le fonds de dotation Cornelius, une ONG française. Domaine bénéficiaire, la santé et l'éducation. Le samedi 28 octobre dernier, la mutuelle de développement de Boyo et son bailleur, le fonds de dotation Cornelius, ont livré ces infrastructures de base aux populations. Témoin de cette remise, le ministre de la Communication, de la Poste et de l'Économie numérique. Cadre de Couto, Bruno Nabagné-Koné a saisi l'occasion pour exhorter aux initiatives de développement. Léon Brou. Boyo, commune de Couto, centre de santé, école, électricité, bref, toutes les infrastructures de base, mais pas suffisantes pour les 7000 âmes. Illustration à l'école, le recours au magasin de la CIDT comme à salle de classe et cantine scolaire. De 8h à midi et de 14h à 17h30 et à midi, elle sert de cantine. Fini ce calvaire avec l'inauguration de ces infrastructures socio-éducatives, logement d'agents de santé, 3 salles de classe, cantine scolaire, bibliothèque, livres et équipements informatiques. Réalisation de la mutuelle de développement de Boyo, financée par le fonds de dotation Cornelius France pour 45 millions de francs CFA. On va essayer de faire de Boyo un village pilote sur l'électricité. On a des projets avec les membres. On va s'installer dans la durée. Témoin de cette remise d'infrastructures, le ministre Bruno Nabagné-Koné, le porte-parole du gouvernement, salue le partenariat mutuel de Boyo, fonds de dotation Cornelius. Il vise, selon lui, le bien-être des populations comme recherché par le gouvernement. Et de rappeler les limites des moyens de l'État, Bruno Koné invite à davantage d'initiatives privées. Sachez, chers cadres, que quel que soit votre niveau, vous avez bien plus que la moyenne de nos populations. Donc, chacun de nous peut donner un peu pour améliorer les conditions de vie de nos populations. N'attendez pas que ce soit seulement le gouvernement qui le fasse. Nous en avons tous les capacités. Le partenariat entre la mutuelle de développement de Boyo et le fonds de dotation Cornelius France date seulement de 6 mois.
En santé, ce 14 novembre marque la journée mondiale du diabète. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a décidé de sensibiliser les populations au comportement à risque pour prévenir cette pandémie. Le ministère de la Santé a annoncé également la gratuité de l'insuline pour les enfants de 0 à 18 ans. Davis Oyo, Patricia Omoetia. Avec un taux de prévalence de 7,1% selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le diabète touche 500 000 personnes en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, Marie-Françoise bénéficie du dépistage gratuit organisé par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Le docteur m'a rassuré qu'on peut vivre longtemps avec le diabète en suivant le traitement, en faisant beaucoup le sport aussi. Cette opération de dépistage sonne comme une bouffée d'oxygène pour Jacques. Et ça permet à la population de venir en même temps en profiter et faire le dépistage du diabète qui est quand même un peu coûteux. Ce n'est pas à la portée de tout un chacun. Et c'est en cela qu'on voit l'aide que ça apporte. Notre mode de vie a changé. Il faut revoir son alimentation, corriger ce qui n'est pas bon dans l'alimentation. C'est-à-dire les erreurs, parce que nous mangeons, mais nous mangeons mal. Donc ce qu'on leur dit, on leur dit de manger moins gras, moins sucré, éviter l'alcool, le tabac, et puis il faut bouger. La prise en charge du diabète préoccupe le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On peut le contrôler par une alimentation saine, par un mode de vie sain. On peut éviter le diabète de type 2. Le type 1, il y a de plus en plus des enfants qui sont atteints, d'où la nécessité pour la communauté, pour l'État de Côte d'Ivoire de s'organiser. On a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a environ 6% de la population qui est atteinte. Nous pouvons infléchir ce chiffre, cette tendance-là. Les actions menées par la tutelle pour aider les malades sont saluées par les associations des diabétiques de Côte d'Ivoire. Voilà, je me réjouis aujourd'hui le fait que le coût de l'insuline est passé à 2280 francs dans les officines publiques. Et la démarche de l'association dans le futur très proche, c'est demander à l'État de rendre ça gratuit. Le diabète est la 9e cause de mortalité chez la femme dans le monde, d'où l'importance d'intensifier les sensibilisations pour éviter les comportements à risque. Cette 26e édition est placée sous le thème « Les femmes et le diabète, notre droit à un avenir sain ». Je vous lis à nouveau ce communiqué de la Fédération ivoirienne de football. La Fédération ivoirienne de football FIF et le sélectionneur national, M. Marc Wilmot, se sont rencontrés le lundi 13 novembre 2017 à Abidjan pour faire le bilan de la mission à lui confiée par l'organe fédéral. À l'issue des échanges, les parties sont convenues de mettre fin à l'amiable à leur collaboration, tout en saluant la bonne ambiance qui a prévalu durant 6 mois de travail en commun. Fait à Abidjan le 14 novembre 2017 par le comité exécutif, le président Augustin Sidi Diallo. Ainsi s'achève ce 23h. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. Les programmes se poursuivent sur RTI1.